à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier débat économique de l'année 2017. Une année difficile sur le plan économique, les taux se resserrent sur les poches des Algériens et sur les activités des entreprises aussi. Ce contexte financier et économique de crise dans lequel nous sommes a poussé les pouvoirs publics à prendre, durant les derniers mois de l'année, des mesures sur le plan des finances et du commerce extérieur, mais pas que. Samedi dernier, une annonce importante qui mérite d'être discutée et approfondie ici ce soir concerne les entreprises publiques. L'État a annoncé la privatisation partielle des entreprises qui sont propriété de l'État. Toutes les entreprises publiques sont invitées par l'État à trouver et proposer des solutions de partenariat. Nous allons tenter de comprendre en quoi cette mesure est-elle urgente aujourd'hui, quelles seront les conséquences de ces privatisations partielles sur les activités des entreprises existantes et sur leurs employés notamment. Est-ce que l'État annonce la fin des sauvetages des entreprises publiques? Est-ce que la solution financière pour aider l'entreprise a enfin montré ses limites? Voici les questions que nous allons poser à nos invités. Bonsoir messieurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ali Harbi, bonsoir. Vous êtes consultant en gouvernance et stratégie de développement. Vous êtes également membre de CARE, le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Merci d'être avec nous. À vos côtés, monsieur Mohamed Krim, bonsoir. Ravi de vous avoir encore parmi nous sur ce plateau. Vous êtes le président directeur général de la BDL, mais ce soir, vous intervenez en tant que membre de l'UNEP, qui est l'Union nationale des entreprises publiques. Monsieur Neit Abdelaziz Mohamed Saïd, bonsoir. Vous êtes le président du CNPA, la Confédération nationale du patronat algérien. Et monsieur Ammar Takjout, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération textile à l'UJTA, l'Union générale des travailleurs algériens. La charte sur le partenariat sociétaire, c'est ainsi qu'elle a été nommée, initiée par l'UJTA, présentée par le Premier ministre Ahmed Yahya. Elle a été signée samedi dernier à Alger dans une réunion tripartite puisqu'elle rassemblait patronat, syndicats et gouvernement. Alors on vous rappelle avant le débat les grandes lignes de cette signature de la charte dans une couverture réalisée par Amal Bouadba. C'est donc au siège de l'Union générale des travailleurs algériens, l'UJTA, lieu hautement symbolique que la réunion de la tripartite pour la signature de la charte sur le partenariat sociétaire s'est déroulée. À cette occasion, le Premier ministre Ahmed Yahya, avec son traditionnel franc-parler, n'ira pas par quatre chemins pour aborder la situation financière et économique difficile que vit le pays et les mesures prises par le gouvernement. منذ الآن أكثر من 7 سنوات تاع فتح رأس المال بحد 66 34 باش عندما الشريك يطبق كل ما اتفق عليه في دفتر الشروط، يزيد الاستثمار، يزيد في مناصب الشغل إلى آخره، يدي 34 اللي بقات. هل في رأيك أنت تبقى الدولة تسير شركات تاع البريك؟ هل الدولة تبقى تستكلف بمطاحن أو الدولة تشوف كيف تقوم بدورها باش تدعم المداخيل الضعيفة في مواجهة حاجيات السوق؟ هذا من بعد تجي تقول لي ننهي الشركات العمومية، لا تتحول. الشركات العمومية ثروة وطنية مثل الشركات الخاصة. احنا نريد أن تتطور للمزيد من المردودية. Ahmed Yahya a saisi cette opportunité pour défendre le recours au financement non conventionnel afin d'éviter l'endettement extérieur. الشيء اللي جات به الحكومة في خطة عملها وأننا واجهنا الأزمة المالية بكل صراحة. مواجهة الأزمة المالية بكل صراحة تخلينا نتكلم. Une interruption du reportage sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Un détail, un problème technique sûrement. Nous allons revenir sur le reportage ou la couverture sur la signature de cette charte. Donc entre-temps, nous allons entamer le débat. Messieurs, avant de revenir sur ce reportage ou cette couverture, cette charte est un guide, elle est un cadre de référence pour piloter les actions de partenariat. Alors pour commencer, on va définir d'abord les concepts. Je commence par vous, Ammar Takjout, qui êtes le représentant du GTA. Le GTA qui est à l'initiation, qui a initié plutôt cette charte. Est-ce qu'on parle de privatisation ou de partenariat public-privé ou est-ce que c'est la même chose? De mon point de vue, c'est la même chose. Ça veut dire l'ouverture du capital d'une entreprise, ça peut être une privatisation entière ou partielle. Donc, le partenariat obéit peut-être à d'autres règles qu'une privatisation tout entière. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de 2 opérateurs ou de 3 opérateurs qui se mettent d'accord pour
engager une réflexion de partenariat. Je dis que ça peut être le potentiel de l'un, la technologie de l'autre, le potentiel de l'un et le flux financier de l'autre. Donc ça dépend de quel accord. Mais ça relève, encore une fois, de l'opérateur. Ce n'est ni la charte, ni un décret, ni une loi. C'est d'essayer de mettre ce qu'on appelle l'espace économique adéquat pour que les opérateurs puissent se retrouver, discuter, s'organiser dans des unions professionnelles sectorielles, avoir de la discussion. Et c'est la volonté de ces opérateurs à aller vers le partenariat. Ça, c'est la conception juste du partenariat. Maintenant, est-ce que ce partenariat sera une privatisation? C'est le temps qui déterminera. Maintenant, il y a des questions qui restent posées. Laquelle? Est-ce que ce partenariat vers le privé, vers le public, est-ce qu'il n'y a que le privé qui achète le capital ou une part du capital du public, ou le public peut aussi sauver une entreprise privée qui bat de l'aile et rentrer dans le capital de cette dernière pour essayer de la sauver. Donc c'est autant dans le cadre de création d'une co-entreprise, puisque c'est prévu bien évidemment. Aussi dans la Donc charte. c'est des clarifications qu'il faut. Il y a aussi un autre élément, et à mes yeux qui est important, c'est la culture de l'entreprise. Parce qu'il faut apprendre aussi, c'est quoi apprendre à connaître, à s'imprégner de l'entreprise. C'est quoi l'entreprise aujourd'hui? Est-ce que le modèle du public, il est juste, c'est l'entreprise? Eh bien non. Est-ce que le privé aujourd'hui fait de l'entreprise? Est-ce que c'est une véritable entreprise? Eh bien non. Ça veut dire qu'il y a des mentalités à faire changer pour les deux parties. Il y a une entreprise qui a été tout le temps sous l'emprise de l'administration, donc c'est une économie administrée, et jusqu'à maintenant, ça veut dire que le poids de l'administration est très très fort. Oui. Il y a de l'autre côté des entreprises qui n'ont pas su faire leur mue pour essayer d'avancer et de montrer l'image positive. Parce que je reviendrai peut-être par la suite sur la question de cette résistance de vouloir éviter un partenariat public-privé, éviter une privatisation parce que Éviter le privé... privatisation notamment, c'est surtout Oui, ça mais qui ça a été de mauvaises privatisations. On a fermé beaucoup d'entreprises, on a licencié beaucoup de personnes. Oui. Il y a une histoire douloureuse derrière ce mot, rappelons-le, pendant les années 90. Il y a aujourd'hui l'image, faire du marketing et vendre une bonne image des entrepreneurs privés. Il y a aussi une question des lois. Alors, quand on arrivera à respecter la loi, il faut apprendre à respecter la loi. Et ça, Ammar Takjout, justement, je le disais, la charte n'est pas une loi, mais c'est un guide, c'est une sorte de... C'est un guide, c'est un chemin qui est ouvert, c'est un cadre de pilotage, permettant aux uns aux autres de se retrouver. Mais il faut beaucoup d'efforts de part et d'autre. Je vous propose justement de voir le contenu de cette charte en quelques points. C'est dans la couverture que nous avons commencé à voir au début de l'émission qui a été interrompue, on s'en excuse. Je vous propose de regarder, de suivre ensemble la suite de la couverture de cet événement qui s'est déroulé samedi dernier, la signature de la charte pour le partenariat sociétaire. حتى لو كان خيار نسلف من الخارج هذا العام كنت بعته 570 مليار دينار باش نخلص العام معناه 5 ملايير دولار في ادنى حد شكون راه يعطيك 5 ملايير دولار في شهرين مفاوضات. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir la dynamique de développement et de diversification économique et à maintenir l'effort de préservation et de création des emplois, estimant que la signature de cette charte permettra d'atteindre ces objectifs. Voilà, donc c'était rapide et la question est posée par Amal Bouadba. Est-ce que la charte répondra ou en tout cas fera aboutir les différents partenaires à viser à leurs objectifs, des objectifs qui ne semblent pas vraiment définis? La question, je vous la repose, Ali Harbi. Oui. Est-ce qu'on parle de privatisation, de partenariat public-privé? Qu'est-ce que l'on doit, comment doit-on comprendre cette approche qui est donc initiée à travers cette charte, selon vous? Moi, je pense que d'abord, pour clarifier les concepts, comme ça on se met sur une bonne base, la charte, comme son nom l'indique, c'est une charte de partenariat sociétaire. Partenariat sociétaire, c'est un partenariat entre les entreprises étatiques et le secteur privé. Ce n'est pas une charte de partenariat public-privé. Et là-dessus, le document est très clair. Au point 2.2,
le PPP fait partie des exclusions du contenu de la charte. C'est-à-dire que, pour qu'on clarifie les concepts, quand on parle de PPP, c'est le partenariat entre l'État et le secteur privé pour la réalisation d'infrastructures ou de délégation de services publics. Exemple de PPP, par exemple. Ce sont donc des contrats, en fait. Non, c'est le fait que, par exemple, je dis, moi, État, je vais permettre à un opérateur ou un consortium d'opérateurs privés de réaliser un barrage à leurs frais, un barrage d'eau. Ils vont le faire avec leur argent et ils vont l'exploiter pour récupérer leur argent. Ça, c'est ce qu'on appelle le PPP. C'est le partenariat public-privé. Ça consiste à confier au secteur privé des opérations de réalisation d'infrastructures ou d'exploitation de services publics. C'est ce qu'on appelle le PPP. Et clairement, cette charte-là évacue, je ne dis pas qu'on ne va pas le faire en Algérie, mais c'était une thématique qui est évacuée pour le moment de ce document-là et des conclusions de la tripartite. 2.2, c'est très clair, on ne parle pas du PPP. On en parle dans le préambule pour dire que l'État également est favorable à cela. C'est-à-dire que ce qu'on comprend de cette charte-là, c'est qu'à l'avenir, et c'est pour ça qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent justement, on parlera probablement du PPP dans une autre étape. Notamment, je crois qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont en termes de réalisation de zones industrielles, en termes de réalisation des zones d'expansion touristique, en termes de réalisation de routes, en termes de réalisation d'infrastructures, comme je disais, les barrages, etc. Ça, c'est le PPP et c'est à venir. Et cette charte-là n'est pas une charte de PPP. C'est une charte de partenariat entre entreprises. Et c'est une nuance. L'entreprise n'est pas l'État. Et l'État dit donc agréer, promouvoir, aider les actions de création de co-entreprises, voilà. Ouverture de capital. Le domaine dans lequel nous sommes, dans le cadre de cette charte-là, donc issue de cette tripartite, c'est un domaine bien précis qui est le partenariat entre les entreprises étatiques et les entreprises privées. Je crois que, et là, il y a une lecture d'abord politique qui doit se faire. La lecture politique, c'est que justement, on lève le tabou de cette distinction entre secteur étatique et secteur privé. On parle d'entreprises algériennes, ça a été dans les discours, ça a été dit dans les discours pendant la tripartite, ça existe dans le contenu. C'est d'abord l'acquis politique qu'il faut regarder. Avant d'entrer dans les détails, si vous voulez, c'est l'acquis politique de dire aujourd'hui, on lève ce tabou-là, de dire il y a le secteur privé, il y a le secteur étatique, et le secteur étatique est privilégié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints, c'est la vérité, du secteur privé, sur un certain nombre de situations de discrimination, notamment sur l'accès au marché public, sur l'accès au grand financement, etc. Le deuxième point qui est important sur le registre politique aussi, c'est lever le tabou qui s'est constitué sur la privatisation. Parce que, vous l'avez dit à l'instant, pendant une certaine période, on a lancé une campagne de privatisation qui, malheureusement, n'a pas donné tous ses résultats. Oui. Donc, on a voulu faire, dans les années 90 et début 2000, une privatisation de masse, en listant à peu près 1200 entreprises, et on n'en a privatisé que 70, finalement, 74. Et nombreuses ont dû disparaître suite à la privatisation. Non, sur les 74 qui ont été effectivement privatisés, les résultats sont assez favorables quand on regarde le chiffre. Je dirais, il y a autant de success stories, comme on dit, que d'échecs. Donc on ne peut pas noircir. Ce qu'on noircit, ou bien ce qui était un échec, c'est le processus dans son ensemble. Oui. Alors là, c'est vrai que maintenant, juste je termine sur ça, pour vous dire que ce qui est bien, c'est qu'on lève les tabous. On peut parler de privatisation maintenant. Grâce à cette charte-là, ça revient, je dirais, sur la table, et on peut parler des avantages, inconvénients, des précautions, des mécanismes, donc des dispositions qu'on doit prendre, et ça lève les tabous. Je crois que sur un plan politique, c'est un acquis politique indiscutable. Monsieur Krim. Pour rester dans le même contexte, c'est juste, j'ai en mémoire le discours d'investiture de son Excellence le Président de la République en 1999, lorsqu'il a invité tous les Algériens à aller au travail, à travailler, à la persévérance. Il a invité aussi tous les partenaires économiques, syndicats et entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, à se mettre autour de la table et discuter et dialoguer pour, bien sûr, aboutir à une situation où l'Algérien ou les Algériens comptent sur eux-mêmes et sur les moyens internes pour, bien sûr, développer notre pays. Je crois qu'il y a un chemin qui a été parcouru, et ça a été rappelé tout à l'heure, par le pacte entre les entreprises, entre syndicats et patronat et le gouvernement. Cet impact, aujourd'hui, on aboutit à une charte. Et cette charte, elle est explicite. On ne parle pas de PPP. Le PPP, là pour rester aussi dans la définition des concepts, ne s'opère pas que par l'État et l'entreprise privée, mais elle peut être aussi publique. Donc c'est tout ce qui est
service public qui est externalisé et pris en charge par une entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Et maintenant, je crois qu'après la signature de cette charte, on ne doit plus parler d'entreprise publique ou privée, on doit parler de l'entreprise nationale algérienne qui peut bien sûr économique, un peu comme ce qui a été dit dans la charte, plutôt par le pacte économique et social. Voilà. Alors la charte, le champ ou le terrain qui est défini par la charte, c'est bien la co-entreprise ou joint venture, c'est-à-dire que des entreprises se mettent ensemble pour réaliser un projet, pour réaliser un objectif, et ils mettent les moyens pour réaliser cet objectif, qu'elle soit entreprise publique ou privée ou privé national, ou même étranger. Ça a été bien défini. Et aussi l'ouverture de capital dans le cadre de la loi, et la loi elle est claire à ce niveau-là, puisqu'on parle, lorsqu'il s'agit du privé national, c'est du 34 et 66%, et lorsque l'ouverture de capital à hauteur de 34% et 66% pour l'entreprise publique, et lorsqu'il s'agit de partenariat avec l'étranger, c'est du 49-51. Donc le champ est bien défini. Cette charte, elle nous montre la voie. D'autres textes sûrement vont bien sûr être pour compléter cette charte. Les détails. Mais pour démarrer et pour parler justement de l'entreprise en tant qu'entreprise économique algérienne et ne pas faire le distinguo, il faut que la privatisation puisse se faire. Et pour qu'elle puisse se faire, il faut une visibilité, il faut un objectif. Cette charte ne donne pas un objectif ou une vision bien précise. Elle ne précise pas les critères, ne serait-ce que les critères techniques et les critères économiques des entreprises, des PME, PMI, puisque le Premier ministre a parlé de cela dans un premier temps, qui sont susceptibles d'être privatisables. Cette donnée manque dans la charte. Est-ce que vous pensez que c'est quand même nécessaire pour pouvoir savoir où l'on va, par quoi allons-nous commencer et où va-t-on? Peut-être M. Naït ou M. Takjout. Allez-y. Pour ma part, je voudrais tout simplement attirer votre attention en ce qui concerne la réunion du 23, notre tripartite qui s'est tenue le 23. Nous voulons, dans ce cadre-là, j'ai dit tout à l'heure, l'initiative que nous avons partagée avec l'UGTA, c'est l'initiative vient de l'UGTA. Nous voulons consacrer dans les faits la nécessaire. En quelque sorte, on a tourné autour du pot depuis des années, qu'on parle de privatisation, qu'on parle on a raté ceci, on a raté cela. J'ai dit tout à l'heure, tous les secteurs, on se regarde, on se tourne le dos, on ne se parle pas. Aujourd'hui, la rencontre du 23, pour nous, il y a un début consacré dans les faits, la nécessaire intégration et la nécessaire complémentarité qui doit de plus en plus, à la limite, caractériser l'activité économique nationale dans ces deux composantes publiques et privées. Philosophiquement, c'est ça que nous avant de rentrer dans les techniques, les documents, ils sont là. Ils tracent le contenu de comment il faut opérer, comment aller vers le partenariat, c'est défini dans le document. Oui, non, pour ça, c'est aujourd'hui, clair. Ce qui nous intéresse. Ma question c'est autre. On a compris que sur le plan philosophique, dogmatique, l'État souhaite mettre dans un même giron l'entreprise publique et privée. Ça, on l'a compris et l'initiative le prouve. La question porte sur quelque chose de plus concret, puisqu'on souhaite avoir des résultats. Aujourd'hui, aucun critère n'est spécifié, on ne sait pas par où ça va commencer et qui va s'avancer le premier. Parce que finalement, il est dit, je rappelle à nos téléspectateurs que dans la charte, il est dit l'entreprise publique doit elle-même chercher ou peut-être recevoir des propositions de création de co-entreprises, prise de participation dans le capital social. Mais finalement, il n'y a pas d'obligation. Je crois, si vous permettez, qu'on doit justement privilégier l'analyse et l'approche économique et ne pas retomber dans les dogmes. C'est-à-dire les lectures idéologiques et dogmatiques, à la fois du tout privatisation ou du tout étatique, aujourd'hui sont arrivées à leurs limites. Et donc c'est l'approche économique qu'il faut privilégier. C'est-à-dire que, et c'est l'esprit du document, il est dans ce sens, c'est qu'il faudrait que ce soit une opportunité pour l'entreprise étatique et en même temps une opportunité pour le partenaire privé. C'est ce qu'il faut privilégier. Et dans le document, on dit bien que les entreprises étatiques sont appelées à rechercher, donc à établir des diagnostics, à construire une vision stratégique
qui détermine leurs besoins de partenariat. Et dans le même sens, dans l'autre sens aussi, le secteur privé doit, entre guillemets, faire son offre, toujours dans une démarche stratégique, pour dire nous souhaitons entrer en partenariat avec telle entreprise. Je crois que ce sont des logiques économiques, ce sont des logiques d'opportunité qui doivent se mettre en place. Il n'y a pas lieu de préciser, donc il n'y a pas lieu comment dire, de contourer cela? Je pense qu'il faut éviter l'erreur, je vais passer la parole à M. Klim, de faire des longues listes comme on en a fait à un moment donné. Un beau matin, on trouve dans le journal la longue liste des entreprises étatiques à privatiser. Après, on ne privatise pas les 10%. Je pense que ce serait une nouvelle erreur. Oui. Mais c'est plutôt une logique d'opportunité. Et je crois que les cadres de gouvernance doivent être mis en place dans ce sens-là. Donc, pour piloter cela, maintenant, il y a des groupes industriels, étatiques qui sont mis en place. Il y a la supervision du gouvernement. Donc, il y a un cadre de gouvernance qui se met en place, qui doit être un peu plus perfectionné. Vous parlez, Ali Harbi, de longue liste, mais comme si c'était une sentence. Mais non, puisque ça peut être aussi des secteurs stratégiques importants qui, pour justement les promouvoir, pourraient être ouverts au partenariat. Monsieur Klim. Je voudrais quand même insister sur les concepts, puisqu'on parlait de concepts tout à l'heure. Moi, je pense que dans la charte, on n'a pas parlé d'entreprise étatique. Dans la charte, on parlait d'entreprise, donc publique économique, ou d'entreprise. On n'a pas parlé d'entreprise étatique. On parle des EPE et des EPIC. Oui, entreprise publique économique. Il y a bien un caractère étatique. Entreprise publique économique. Entreprise publique économique. Donc c'est important les concepts. Et puis moi je pense que la charte, c'est une invitation à toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, à identifier ensemble les segments où il est possible de faire quelque chose, de réaliser une action. Elles sont responsabilisées. Elles sont responsabilisées à travers cette charte. C'est une invitation aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, à essayer de trouver, d'identifier des segments où ils peuvent donc développer quelque chose. Je vous donne un exemple. Dans un domaine que je connais... Ce qui est visé dans ce truc, c'est un effet psychologique d'abord, qu'il fallait, on s'y attend, c'est ce qui est ce déclic. Parce que le problème, jusqu'à maintenant, on est bloqué par ces histoires de privatisation. À un moment donné, on parlait de quincaillerie, on parlait de ceci, on parlait de cela, ce qui fait qu'on a raté la sortie. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des fondamentaux, des orientations, c'est-à-dire qui balisaient le terrain. Parce qu'ensuite, c'est une affaire d'opérateurs. On ne peut pas imposer à qui que ce soit, quoi que ce soit. Mais l'essentiel aujourd'hui, je pense que nous avons déblayé un petit peu le terrain parce qu'on est sorti du dogmatique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des suspicions du secteur privé, secteur public. Aujourd'hui, nous avons un secteur national économique. Il faut pas non plus, égal le secteur public, il faut le zapper. C'est quand même, il faut se garder d'aller vers ces... Et en quoi c'est différent aujourd'hui Donc aujourd'hui, il faut y aller pragmatiquement, justement, c'est à partir des trucs que nous avons vécus déjà. Le traumatisme d'un côté, nous sommes devant une situation très critique sur le plan économique quand même. Il ne faut pas perdre de vue ce truc comme ça. On ne va pas privatiser pour privatiser. Nous cherchons actuellement des solutions concrètes pour faire face à la crise actuelle, la crise financière de notre pays, si on peut apporter un plus, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont des choses à dire aussi. Alors justement, puisque vous avez des choses à dire, moi je repose la question autrement, puisque, excusez-moi de vous le dire, mais la réponse, je ne l'ai pas encore eue. Il n'y a pas de critères techniques. Autrement dit, est-ce qu'il y est possible qu'à l'issue de cette initiative qui vient du partenaire public et privé, les PME, PMI les mieux en santé, finalement, feront l'objet de création de co-entreprises, feront l'objet de prise de participation. Les mieux notés vont être les mieux lotis, et puis celles qui ne se portent pas bien, elles vont être reléguées en bas de la liste. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans cette logique? Amar Takjout. Écoutez, quand on fait un partenariat, c'est pour avancer, c'est pour gagner. Parce que si ce n'est pas prendre en charge les difficultés, pas prendre en charge les difficultés d'une entreprise qui bat de l'aile. Non, c'est vrai que l'objectif, et beaucoup vont aller vers les PME qui ont un marché, naturellement finalement, qui sont performants. C'est tout à fait normal. Les gens vont aller là où les parts de marché
existe. Maintenant, les autres entreprises, ils vont éprouver des difficultés. Ça veut dire qu'il faut se poser des questions justes et sans hypocrisie. Quand il y a une entreprise qui perd ses parts de marché, ce n'est pas l'argent qui va la ressusciter, elle a perdu ses parts de marché. Donc elle doit changer, elle doit se redéployer, elle doit trouver d'autres créneaux. Prendre des décisions courageuses, notamment. Oui, des décisions courageuses. Il y a des entreprises qui disparaissent de par le monde. Hein. Ce n'est pas le propre de notre pays. Mais simplement, il y a... Mais là, vous posez un problème très complexe. Ça veut dire qu'on a mis l'amont, la charte, pour essayer de mettre les entrepreneurs ensemble. Mais on n'a pas mis les mécanismes en aval pour parler de l'entreprise qui n'est pas performante, ou l'entreprise qui perd ses parts de marché, ou qui risque d'être en faillite. Nous n'avons pas un tribunal commercial aujourd'hui qui peut décider ou de la reprise, où il y a possibilité, une analyse économique, etc. C'est le CPE qui décide. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il faut un tribunal commercial, parce que quand on veut être dans une économie de marché, quand on veut jouer dans la cour des grands, il faut mettre les mécanismes qu'il faut. Il ne faut pas chercher. Donc, les entreprises qui ont des difficultés et qui éprouvent des difficultés, vous avez peut-être le tribunal commercial décider d'un plan social, de dire que l'entreprise ne peut pas continuer à travailler avec cette charge, etc. 2, il peut y avoir un repreneur pour remettre en marche l'activité, mais c'est des spécialistes, ce n'est pas un tribunal commercial composé de juges et autres, c'est des spécialistes de l'économie, de l'entreprise, etc. Donc, il y a autant de choses. Aujourd'hui, le seul élément positif de cette charte, c'est qu'on a permis aux entrepreneurs de se parler. Il y a 20 ans en arrière, si un privé se met à table avec un public, une entreprise publique dans un hôtel, etc., c'est « bonjour les dégâts ». Un rapport, ils ont bouffé ensemble, déjà, il y a la suspicion, etc. Aujourd'hui, la charte, elle donne cette liberté d'initiative. Donc elle permet aux entreprises d'aller discuter ensemble et de voir quels sont les intérêts des uns et des autres. Pour rester dans la... Pour vous dire un exemple très simple. Moi, j'ai mis en contact une entreprise privée avec le groupe du textile, pour dire cette entreprise privée, elle a le potentiel de création, elle a le potentiel d'audit, elle a le potentiel... Et il faut rappeler que celui qui a le dernier mot dans cette histoire, dans ce cas précis, celui qui a le dernier mot, celui qui a le mot de décision, c'est le conseil de participation de l'État. C'est lui qui décide si l'opération se fait ou ne se fait pas, Monsieur Krim. Oui, je crois que la charte, à ce niveau-là aussi, elle est claire. L'État, qui est l'actionnaire principal et unique des entreprises publiques. Donc on revient donc à ce comité de participation de l'État pour bien sûr décider de l'ouverture ou de ne pas ouvrir le capital. Mais avant ça, il y a tout un processus qui prend naissance à partir de l'entreprise. Et puis l'idée d'ouvrir le capital, par exemple, à un privé ou à un étranger, dans le cadre de la loi 34, 66 ou 49, 51, il y a les organes sociaux qui doivent se prononcer sur le sujet. Il y a donc Alors justement, vous faites bien de parler des organes sociaux. Dans la charte, si j'ai bien lu, le seul moment où le partenaire social est censé intervenir, c'est lorsque il y a une création d'une co-entreprise, lorsque l'entreprise publique, EPE, EPIC ou PME, va créer une entreprise avec un privé. Seulement, dans ce cas-là, le partenaire social intervient. Dans le cas de prise de participation dans le capital social, le partenaire social a-t-il son mot à dire, a-t-il un point de vue à donner ? Dans le cadre d'une prise de participation dans le capital ou une ouverture de capital. Si j'ai bien compris la charte, oui. Sauf si je n'ai pas... Le partenaire social a bien son mot à dire. Oui, parce que c'est aussi tranquilliser le salariat. Parce que sinon, on est aussi dans ce cliché aujourd'hui que... il y a, c'est vrai... C'est un cliché.
Oui, quand il y a partenariat public-privé... il y a une possibilité de perte d'emploi, il y a une possibilité de plan social. Franchement, il y aura dans des partenariats toujours, à un moment donné, la préservation de l'emploi, etc. C'est là l'intervention du partenaire social. On doit veiller aussi, en tant que syndicat, en tant que partenaire social, que les lois de la République soient respectées. Parce que si ce qui a fait défaut jusqu'à maintenant, bon, j'ai beaucoup de respect pour les opérateurs économiques, que ce soit, il n'y a pas que le privé qui a des insuffisances, mais dans le public aussi. Mais ce qui a fait défaut jusqu'à maintenant, c'est l'impasse sur les lois. L'impasse sur les lois sociales, l'impasse sur vous savez, des entreprises qui achètent sans facture et qui vendent sans facture, etc. Il y a énormément d'images qui ne confortent pas. Et c'est pour cela que j'ai appelé à plusieurs reprises ce que les opérateurs changent d'image, que celui qui est dans le public n'est pas chez lui, et celui qui a créé une entreprise, ce n'est pas la sienne, elle tombe dans la collectivité. Donc c'est un bien social. Donc cette mentalité, il faut qu'elle change. Si on veut conforter le salariat, si on veut aller sans problème, il faut qu'il y ait une révolution mentale de part et d'autre. Oui, mais tant que... quelque chose, madame, si vous permettez. C'est-à-dire que pour que les choses, d'un point de vue stratégique, soient claires, cette charte-là, au stade où on en est aujourd'hui, débloque une situation et, je dirais, donc, remet sur la table des thématiques qui avaient été un peu mises au congélateur, hein, disons, pour utiliser un terme comme ça. Donc, la place du secteur privé, le tabou, la privatisation, c'est des mots... voilà. Maintenant, il faut que les choses soient claires. Ça ne veut pas dire que la privatisation va se faire pour toutes les entreprises. Comme on disait tous ensemble là maintenant, ça va être selon des opportunités qui se présentent ou qui ne se présentent pas. Ça doit être toujours dans une logique de croissance économique. Ce n'est pas pour casser des outils de production. Donc il faut bien ne pas perdre ça de vue. Et je crois qu'il y a une certaine transparence et un dialogue et une communication qui doivent se faire dans ce sens-là. Et l'autre dimension aussi, c'est que la privatisation n'est pas la panacée de la diversification économique en Algérie. Donc il ne faut pas que le débat, par un glissement comme ça médiatique, se focalise sur l'aspect privatisation. C'est vrai que c'est le sujet du leurre parce qu'il y a eu cette charte-là et cette tripartite, mais la diversification et je dirais la réanimation de la mécanique de croissance en Algérie pour atteindre nos objectifs, donc dans le cadre de notre diversification économique, c'est aussi l'amélioration du climat des affaires, c'est l'encouragement de l'investissement. Autrement dit, Ali Harbi, il y a sûrement des entreprises publiques qui aujourd'hui ont un marché, se portent très bien et qui ne nécessitent pas ou qui n'ont pas besoin d'être privatisées. Ce sera par opportunité si l'opportunité se présente de co-entreprise ou de privatisation. C'est-à-dire qu'il faut remettre ça dans un contexte d'opportunité et ne pas se focaliser sur des mécaniques pour dire maintenant c'est la privatisation, il faut privatiser. Non. Oui. Alors en parlant d'opportunité, je vais poser cette question et revenir vers vous, Neta Abdelaziz. Aujourd'hui, une privatisation efficace, c'est une privatisation d'un capital de qualité. Donc d'entreprises qui génèrent des bénéfices, qui a un marché, qui a une valeur ajoutée sur le marché. Je pense au secteur des télécoms, je pense également au secteur bancaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura également... Je parle de l'État parce que vous disiez tout à l'heure, Amal Takjout, vous disiez que l'entreprise appartient à tout le monde. L'entreprise est aujourd'hui étatique, en tout cas. Son conseil d'administration est présidé par un représentant de l'État. Donc l'entreprise, elle a quand même cette image d'appartenance à un État. Il y a une notion de pouvoir, qu'on le veuille ou pas, de par l'ensemble des citoyens, et pas seulement les salariés des entreprises publiques. Aujourd'hui, est-ce que l'État peut être en mesure de laisser, d'ouvrir le capital, ou en tout cas privatiser des secteurs qui ont un capital de qualité, ou qui ont des actifs de qualité? Les défis de l'État, les défis de l'Algérie aujourd'hui, c'est de réduire les importations, de substituer l'importation donc par la promotion
et le développement de la production nationale, donc diversifier l'économie. Et le défi aujourd'hui des entreprises, c'est de saisir cette opportunité et cette situation que traverse actuellement le pays pour justement faire de notre pays un pays émergent, un pays développé. Alors, moi, je vais donner un exemple concret de co-entreprise. Vous parlez du secteur, si je parle du secteur que je connais bien, qui est le secteur bancaire. Nous sommes à la veille de la mise en œuvre de la loi de finances 2018. Et dans la loi de finances 2018, on parle d'installation des terminaux de paiement électroniques au niveau de tous les commerçants. Donc ça veut dire qu'il faut installer des terminaux de paiement pour permettre le paiement par carte. Moi, ce n'est pas mon métier d'installer des TPE en tant que banque. Ce n'est pas mon métier d'assurer la maintenance de ces TPE en tant que banque. Voilà, on a identifié un segment où on peut créer un partenariat entre éventuellement la banque ou les banques et une entreprise pour justement prendre en charge ce volet important. Je peux prendre un autre exemple, toujours dans le domaine que je maîtrise. C'est une concession de service, là, on parle de... C'est une co-entreprise, on peut créer une co-entreprise pour prendre le volet installation des TPE, le volet maintenance de ces TPE, le volet marketing, communication, parce qu'il faut sensibiliser la population à utiliser la carte. Vous déléguez une partie du service, mais vous n'ouvrez pas le capital. Non, je vais donner un exemple de co-entreprise. Oui. On est dans la charte, dans l'esprit de la charte. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Donc, on peut identifier d'autres segments possibles. Donc ouvert au partenariat. Donc la charte est claire à ce niveau-là. Ali Harbi, est-ce que vous pensez que l'État aujourd'hui pourrait être en mesure d'ouvrir le capital d'entreprises qui sont sensibles ou en tout cas qui ont ce qu'on appelle des actifs de qualité? Je crois qu'un gage de succès du processus, c'est justement d'ouvrir le capital de ces entreprises-là. Parce que justement, vous savez, une entreprise se valorise. Donc quand on parle de privatisation, comme je disais, c'est une question d'opportunité, mais ensuite il est question de valeur. Il est clair qu'une entreprise qui a de la valeur, donc qui est rentable ou qui a des actifs de qualité, va être plus attractive qu'une autre, c'est normal. Et donc si on veut donner du sens à cette charte-là, d'accord, quand on va commencer à l'appliquer, et qu'on puisse avoir ce qu'on appelle des succès qui démontrent la faisabilité de la chose, de la mécanique, créer le modèle à succès. Il faut justement ouvrir le capital des entreprises qui marchent bien, pour que ça marche, justement, pour montrer que c'est... Mais dans une logique de croissance, dans une logique de gagnant-gagnant, pour qu'on crée plus de valeur, pas qu'on réduise de la valeur. Et je crois que c'est ça qui va ensuite créer un effet d'entraînement. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que mécaniquement, toutes les privatisations vont marcher. Il va y avoir des échecs, parce que vous savez très bien que 10 ans sont passés depuis qu'on a arrêté le processus de privatisation, pratiquement, et qu'en 10 ans, il y a eu beaucoup d'opérations d'assainissement, de recapitalisation d'entreprises publiques, etc., qui font que certaines entreprises ont un capital élevé, beaucoup d'endettement. Ce qui fait que, vous savez, parfois, quand le capital est surévalué, c'est quand les actifs sont surévalués, parce qu'il y a la balance donc, de bilan, quand les actifs sont surévalués, c'est très difficile de pouvoir intéresser quelqu'un. C'est comme si moi je vous dis, venez vous asseoir avec moi sur ce verre-là, mais il fait 10 000 dinars. Vous n'allez jamais mettre d'argent sur une hypothèse que ce verre-là coûte 10 000 dinars. C'est la même chose. On peut pas... Donc il y a des contraintes au processus qu'il faudra lever, mais il y a des techniques aussi qui sont adaptées à cela, donc sans entrer dans le domaine technique. Mais ce n'est pas une opération facile. Et il y a un problème capitalistique qui va se poser parce que les entreprises étatiques sont surcapitalisées actuellement et ça va être délicat. Et il y a également les entreprises privées qui, elles, ne se portent pas au mieux. On est d'accord pour dire que la crise fragilise les PME et les PMI d'abord, qui, elles, sont en proie à plusieurs difficultés, notamment une perte de change, des difficultés à avoir accès aux intrants. Aujourd'hui, l'entreprise privée, est-ce qu'elle se porte suffisamment bien pour pouvoir s'engager dans des situations où peut-être les business plans ne sont pas tout à fait un idéal en termes de, voilà, si on veut être en partenariat. Moi, je vais retourner la situation à ma manière, comme je vois c'est le terrain, comme ça. 98% des petites et moyennes entreprises sont constituées de 9 personnes jusqu'à 15 personnes. L'objectif actuellement qu'il faut chercher, qu'il faut donner du travail à ces entreprises, vous parlez des privés, de la sous-traitance. Il faut préparer comme ça. La diversification de l'économie, c'est celle-là.
Le problème aujourd'hui, au lieu de parler de privatisation, une privatisation, ça fait peur. Et ensuite, on n'accepte pas. Parler de partenariat. Je ne veux pas dériver de ce truc-là. On parle de partenariat parce que nous avons les possibilités, les moyens complémentaires entre les deux secteurs, public et privé. Se fiancer, ensuite se marier, ensuite on ramène les étrangers. On doit fonctionner, fondamentalement l'économie algérienne doit fonctionner, c'est le socle. Regarde, c'est le secteur public et le secteur privé. Oui. Ensuite, c'est à nous, quand les étrangers voient un rapprochement réel, la jonction des deux secteurs privés, les choses vont y aller dans le bon sens. Oui. Aujourd'hui, ce qui est demandé pour les petites et moyennes entreprises, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire d'illusions. Sur l'ensemble des 77% des petites entreprises qui n'ont pas à la limite, c'est la survie. C'est la survie, mais il faut leur tirer chapeau. C'est eux qui portent l'activité économique territoriale dans les fins fonds de l'Algérie. Il faut aller vers ces trucs comme ça. Il y a des secteurs de transformation dans l'automobile, la diversification de l'économie, c'est celle-là. Alors, il y a, comme vous l'avez si bien dit, le tissu entrepreneurial privé est essentiellement composé de PME, PMI, qui n'emploient pas beaucoup de gens, mais il y a également des groupes privés, capitaux privés. Absolument. Il y en a. Je vais essayer de ne pas faire la distinction moi aussi, donc on va dire des groupes à capitaux privés et qui, eux, sont dominants. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, il y a des questionnements, et il n'y a pas que moi qui pose la question, beaucoup de gens, notamment ceux qui interagissent sur les réseaux sociaux, sur la page de l'émission, il y a un questionnement par rapport au fait que ces grands groupes ne vont-ils pas, eux, ayant la capacité financière, s'accaparer une sorte de manne. C'est comme ça que les choses sont vues, qui sont les capitaux des entreprises étatiques. Vous souhaitez répondre, monsieur Non, c'est juste pour rappeler une réalité. Il y a combien d'entreprises algériennes? Il y a 800 000, entre 700 et 800 000 algériennes. On peut bâtir une économie sur 700 800 000 Algériens. Il faut rappeler aussi que 95% de ces 800 000 entreprises, c'est la TPE, la très petite entreprise. Donc le défi, il est où? Il est dans la création d'entreprises. Oui. Et donc ce partenariat aussi... Le déficit d'entreprise. Oui, le déficit d'entreprise. Le partenariat aussi, c'est une invitation à ce qu'on se met ensemble pour pouvoir multiplier la création d'entreprises. C'est possible qu'une TPE puisse rentrer en co-entreprise avec une entreprise publique ou à partager son capital? Le défi, il est là, hein, madame. Si vous voulez bien, je rejoins M. Naït Abdelaziz, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur la privatisation, parce que l'essentiel, il est dans la c'est le thème de ce soir, excusez-moi d'insister. J'y reviens, si vous permettez. Non, c'est pour recadrer, mais j'y reviens. La charte, elle ne porte pas sur les privatisations. C'est un élément, parmi tant d'autres, des solutions qu'on a proposées dans ce domaine-là. Mais c'est le partenariat réel, privé, public. Alors, juste pour finir, c'est que d'abord, il faut se focaliser sur les conditions d'exercice du développement économique et du développement d'entreprise. C'est un peu le sens de ce qu'on avait exprimé à Caire, en appelant ça le PREE, plan de réforme pour l'entreprise, parce que l'enjeu essentiel, c'est comment encourager toutes les entreprises à se développer et créer des conditions d'affaires. Maintenant, quand on regarde le tissu, et je reviens à votre question, il ne faut pas non plus que le processus, effectivement, devienne un tête-à-tête entre quelques grands groupes privés qui sont constitués, patrimoniaux, et une centaine ou 200, 300 entreprises étatiques aussi qui seront... C'est possible, ma question n'est pas absurde. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, il faut pas perdre de vue aussi d'autres instruments. Juste, je termine par là. C'est-à-dire qu'il faut bien voir d'abord toutes les dispositions qui existent pour encourager tout ce qui est joint venture, co-entreprise, etc. d'un côté. Et d'un autre côté, il y a un instrument qu'on a tendance à complètement oublier dans le contexte algérien, qui est celui de la bourse. Parce que la bourse est l'instrument privilégié pour permettre justement à un chef d'entreprise d'une TPE ou à un chef de famille qui a quelques économies à pouvoir participer dans le capital d'une entreprise, qu'elle soit étatique, enfin publique, ou nationale, ou privée d'origine. Je parle du capital d'origine, je veux dire, parce que aussi bien des entreprises privées seront appelées, comme c'est le cas maintenant, à ouvrir leur capital pour pouvoir grandir, et les entreprises publiques et économiques aussi, les EPE, sont appelées aussi à ouvrir leur capital pour pouvoir grandir. Et la bourse est un instrument privilégié. Pourquoi? Parce que justement, c'est la possibilité
à tout un chacun, même quelqu'un qui est dans une TPE, de participer au capital d'une entreprise. C'est une autre paire de manches, parce que Oui. ça fait 15 ans qu'on a... Je crois que c'est un élément qu'il faut pas perdre, parce que si si on tombe dans le piège de partenariat d'autorité, on risque de rééditer l'échec passé des privatisations. Le partenariat est un acte économique. Absolument. Il appartient aux opérateurs économiques. Ce n'est ni l'État qui doit dire. L'État, elle dit, bon, en créant le... Non, ça peut au moins être la logique économique. Si c'est un grand groupe a les moyens, il a plus de moyens le qu'une grand TPE ou groupe, qu'une PME, le grand groupe, lui va être plus écoutez, susceptible à s'avancer. si vous permettez à une entreprise publique et le grand groupe de discuter, il est fort possible, si les intérêts de l'entreprise publique ne sont pas dans le partenariat, il faut leur permettre aussi de ne pas l'accepter. Parce que si on exige de l'entreprise publique de contracter le partenariat, eh ben, je dirais que c'est un échec. Et c'est une privatisation déguisée et c'est beaucoup plus idéologique qu'économique. Donc, la question qui est posée Ça ne aujourd'hui... doit pas être dirigé, donc. Ben, le dirigisme ne mènera à rien. Ça veut dire, si vous pensez favoriser quelques entreprises parce qu'ils ont les Autrement moyens... dit, vous êtes en train de dire qu'il faut laisser libre initiative au PDG, à l'entreprise. on entend bien. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous allons nous retrouver avec des problèmes énormes. Si on commence à décider comme ça, d'une manière unilatérale, d'ouvrir le capital d'une entreprise, parce qu'il y a un grand groupe, parce qu'il est bien appuyé, parce qu'il a des relations, parce qu'il y a des intérêts, eh bien, on va se retrouver avec des problèmes. Alors moi, je dis, de grâce, si on a mis une charte, si on a voulu ne plus parler de public-privé, d'entreprises économiques, etc., le mieux, c'est de laisser les opérateurs agir sur le terrain. Ce qui est demandé à l'État aujourd'hui, c'est de favoriser cet espace économique. C'est de ne pas peser de tout son poids sur les opérateurs économiques. Excusez-moi, mais c'est facile pour vous de le dire. Vous êtes vous représentez les travailleurs. Mais écoutez, non, moi, ce qui m'inquiète, les patrons qui sont aux têtes des entreprises publiques sont, avec tout le respect que, en tant que journaliste, je leur dois, sont réellement inhibés. Aujourd'hui, ils ont peur de prendre des décisions, et pour plusieurs raisons. Non seulement parce qu'ils représentent un État, mais aussi parce qu'il y a toutes des questions liées à la pénalisation de l'acte de gestion. Il y a beaucoup d'histoires de corruption qu'il y a eu. Aujourd'hui, le gestionnaire public est pieds et poings liés. Est-ce qu'il peut, comme ça, du jour au lendemain... Je n'ai pas ce problème. Sincèrement, je n'ai pas ce problème. Et depuis longtemps qu'on ne parle plus d'actes de gestion et de pénalisation. C'est un débat qui est dépassé aujourd'hui. Aujourd'hui, le patron de l'entreprise publique est en mesure de prendre des décisions seul, sans en référer à sa tutelle. Je ne vise pas la banque. Il y a un conseil d'administration, madame. Le problème s'il vous plaît, il y a un conseil d'administration. Il y a des organes sociaux qui sont là. On se réfère aux organes sociaux. Non. Oui. C'est clair. Non, mais je crois qu'au niveau de la charte, il faut peut-être... Il y a des choses qui ont été définies au niveau de la charte. Vous avez parlé du marché financier. C'est cité. C'est qu'on montre la voie de quelle manière on peut ouvrir le capital. Ils ont parlé de gré à gré, ils ont parlé d'ouverture du capital, que ce soit pour la cession ou pour l'augmentation de capital. Et on a aussi fait l'avis d'appel à manifestation d'intérêt. Il est question d'autonomie de décision du... Je crois qu'il y a une instruction claire du Premier ministre où il a parlé d'autonomie des entreprises. Et le ministère sectoriel, il joue un rôle de supervision. Donc là, ça a été clairement dit. Et annoncé aussi verbalement dans une interview faite par le Premier ministre lors de cet événement de signature de la charte. Ali Harbi. Oui, je crois qu'il est important ici d'avoir deux éléments. Il y a d'abord la mécanique des organes sociaux qui doivent jouer pleinement et de ce que j'appelle moi la pyramide, c'est-à-dire l'architecture verticale du secteur public aujourd'hui, puisqu'il y a des groupes industriels, donc il y a une structuration qui est mise en place dans laquelle il y a une hiérarchie de décision, de responsabilité. Donc les opérations, il ne s'agit pas de laisser l'autonomie à la filiale de décider de ce prix. Ça ne se fait pas. Il y a une remontée, il y a une mécanique de remontée de décision, c'est précisé et c'est réglementé. C'est-à-dire que ce n'est pas que la charte. La charte, elle renvoie à des textes existants, attention. Le deuxième élément, il est lié à la transparence. Je pense qu'il y a un besoin de transparence. Et c'est très important. Le troisième élément, il est lié à la rapidité des processus. Il ne faut pas que les processus s'enlisent. Parce que si on commence aujourd'hui sur un dossier ou sur un projet à mettre plusieurs années
avec des allers, des retours, CPE, renvoi de dossier, tout ça, ça va encore dénaturer le processus et empêcher l'image. Maintenant, un dernier point sur l'histoire de privatisation, co-entreprise, ce qu'on ne doit pas perdre de vue. On avait souligné tout à l'heure avec M. Karim, c'est quel est le cap qu'on veut donner. Le cap qu'on veut donner, c'est la diversification de l'économie et c'est le changement des modèles d'affaires des entreprises dans la perspective du développement des exportations. Ce n'est pas seulement diminuer les importations, c'est augmenter les exportations. Sinon, tout simplement, on ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'entreprises de taille mondiale. C'est vrai. C'est là où on a besoin de la conjonction des capacités. D'accord ? C'est-à-dire que si moi, je produis un produit A et je suis en EPE et j'ai une entreprise aujourd'hui privée, patrimoniale, qui fait le même produit, peut-être qu'on sera plus fort si on se met ensemble. D'accord ? Pour attaquer le marché international. C'est la même chose aussi à l'échelle des PME. Si on est trop petit pour le marché international, à l'échelle d'une entreprise qui fait 5-6 salariés, c'est-à-dire une toute petite, une TPE. Mais si on se met à 100 dans le cadre d'un cluster, par exemple, dans le cadre d'un groupement d'intérêts, autour de ces 100 TPE, on a une grosse PME ou une grosse entreprise étatique ou privée, publique ou privée. J'utilise le terme étatique pour d'autres raisons. Hein, vous comprendrez pourquoi. C'est des problèmes de traduction vers l'anglais. C'est là où cette approche nouvelle se met en place. C'est créer des essaims d'entreprises qui soient supportés par de plus grandes entreprises comme leaders. Donc toute cette dynamique-là, elle est basée sur une ambition et sur une vision qui est d'attaquer des marchés d'export. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Si on reste cloîtré dans notre territoire, en fait, c'est des transferts de rente qu'on va faire. L'entreprise aujourd'hui, elle est là, elle est monopolistique sur son secteur. Les produits ne pourront jamais être concurrentiels. On la privatise, elle passe, elle est monopolistique, mais elle appartient à B. Ça n'apportera pas de valeur ajoutée. Ça. Justement, pour ces questions de position monopolistique, il nous reste encore très peu de temps. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être, à ce moment-là, contrôlé, on va dire? Ou est-ce qu'il devrait y avoir une instance, un contrôle, je dis, voilà, une structure qui est en mesure de contrôler qu'il n'y ait pas de nouvelles positions ou des positions monopolistiques à l'issue de ces... Le cadre existe. Le cadre existe, la dernière constitution l'a rappelé. Oui, le cadre existe, il faut appliquer. Il faut l'appliquer. Je crois que ce qui est recherché dans la phase actuelle, nous sommes dedans, il faut que la transformation de notre économie se fasse dans l'harmonie. Ça, c'est très important. L'harmonie qui va nous permettre, justement, au lieu de se lever du bon matin, quand on prend des décisions à n'importe pièce, comme ça, il faut se garder comme ça. Parce que sinon, on va tomber dans l'harmonie, c'est-à-dire la valorisation de notre patrimoine économique commun. Il ne faut pas qu'on va brûler les étapes et ensuite... faire en sorte que la disparition brutale et anti-économique du secteur public, qui a encore des trucs devant lui, le savoir-faire, etc. Il faut faire attention, il faut une harmonie. Il faut une solution gagnant-gagnant. Absolument. C'est-à-dire le message. Pour rester, on peut relever ce défi. Il nous reste encore 2 petites minutes pour poser une toute dernière question, si vous permettez. Je rappelle que le financement non conventionnel a eu plusieurs objectifs, mais il a notamment permis de financer 270 milliards de dinars de créances auprès d'entreprises publiques et privées. Absolument. Pour payer les contrats publics. Ça, c'est déjà une vertu. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises publiques sont en mesure, en tout cas celles qui ont, entre autres, pu bénéficier de ces créances essuyées, sont capables et en mesure de présenter des bilans crédibles, sachant que par le passé, il y a eu des opérations de sauvetage, notamment des entreprises du textile, mais pas que. La dernière opération de sauvetage a été instruite par la loi de finances de 2009, où plusieurs dizaines de milliards de dinars ont été consacrés pour sauver des entreprises, des grandes entreprises publiques comme Air Algérie, Saïdal, la CMT, le complexe de moteurs tracteurs et la SNTF, entre autres. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette ultime aide que l'État octroie aux entreprises publiques
peut leur permettre d'être crédibles aux yeux des entreprises, des autres entreprises potentiellement partenaires. Peut-être qu'il faut préciser que même l'entreprise privée a bénéficié du rééchelonnement et des avantages, bonifications, etc. J'ai dit également que le financement non conventionnel, c'est des créances publiques-privées. Hein. Je crois que le financement non conventionnel, donc les cibles ou les domaines qui vont d'orientation, si on veut, ou qui vont être pris en charge par ce financement conventionnel ont été définis. Si on parle de l'entreprise, pour rester dans l'entreprise, publique ou privée, l'entreprise nationale, il y a la commande publique. La commande publique qui est importante. Et l'État, donc, a commencé à verser et payer ces entreprises qui détenaient des créances sur l'État. Et le paiement de ces créances vont aller dans le circuit économique et donc dans le circuit bancaire. Et ça va donner donc une vitalité à l'activité économique. Est-ce que justement c'est un gage de bonne santé et la conséquence, avec bien sûr d'autres opérations de financement, c'est qu'on aura de la disponibilité, de la liquidité, la disponibilité des capitaux pour justement financer l'économie et financer particulièrement l'investissement productif qui permet donc la création d'emplois, la création de richesses. On le ressent actuellement. En quelques mots, allez-y, on fait un tour de table pour rendre l'antenne. Allez-y, monsieur. Non, parce que pour moi, on a quand même réinjecté de liquide dans les banques pour justement les créances de tenue sur la tête, c'est important. De 179 milliards, c'est important. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. On termine l'année avec, je dirais, à l'aise, mais en fait, c'est pas... Avec un peu d'oxygène, pour éviter l'asphyxie. Tout à fait. Et puis, ça a créé une dynamique, un espoir pour la vie économique. Elle prend son dessus. Voilà. Moi, je pense qu'il y a... Ne pas retomber dans les erreurs du passé. Oui, ne pas retomber dans les erreurs du passé, ne pas confondre vitesse et précipitation. Moi, je pense il faut changer de mentalité. Il faut avoir cette culture d'entreprise. Il faut la mise à niveau, parce qu'en parlant de l'environnement économique ou le climatisation, la mise à niveau à tous les niveaux. On ne peut pas créer les conditions d'une économie forte si l'ensemble ne se met pas de la partie, à partir de l'administration fiscale, l'administration financière, les banques, les douanes, procure un climat des affaires favorable. Écoutez, faire de l'économie, c'est la participation de tous. Ça ne peut pas. Et une chose importante dans la vie d'un pays et qu'il faut rappeler, c'est la rigueur dans l'application des lois. Il faut apprendre à appliquer les lois. Et si les lois ne sont pas bonnes, il faut apprendre aussi à militer pour les changer. Parce que il faut juger ceux qui ne les respectent pas. Et bien évidemment, voilà. Parce qu'il faut créer les conditions. Sinon, ça n'avancera pas du tout. Le dernier mot est pour vous, Ali Harbi. Merci. Moi, je crois que pour ce partenariat-là, beaucoup d'opportunités existent, comme on l'a dit. D'abord, évidemment, la continuité de la commande publique qui a été, ces 10 dernières années, le premier investisseur quand même en infrastructure. Donc, je crois que la continuité de la commande publique va donner un souffle, quand même, maintenir ce souffle-là. Mais je crois que l'enjeu essentiel, il est vraiment dans le changement de paradigme économique et le changement de modèle d'affaires. Et je crois que le partenariat entre entreprises publiques et entreprises privées offre de nouvelles opportunités. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde va être en mesure de construire quelque chose. Parce que d'un côté, effectivement, du côté du secteur privé, il y a un contexte de difficulté qu'il ne faut pas perdre de vue. Ce ne sont pas toutes les entreprises privées qui sont florissantes et qui ont de l'argent pour venir demain acheter une entreprise. Ce n'est pas vrai ça. Et deuxièmement, du côté étatique aussi, vous avez parlé de beaucoup d'aides qui ont été reçues par le passé, mais je crois qu'il faudra regarder ensuite dans les bilans, comme vous l'avez dit, pour voir quelles sont les entreprises qui ont réussi à transformer ces aides-là en valeur et celles qui n'ont pas réussi à le faire. Et celles qui ont réussi à transformer, évidemment, seront plus attractives pour un partenariat que d'autres. Et je crois que ça va être... On en saura plus dans les jours qui viennent, comme on dit, dans la mise en œuvre de cette charte. Merci Ali Harbi. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que nous avions avec nous
Ali Harbi, consultant en gouvernance et stratégie de développement durable et membre du cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Nous avions également M. Krim Mohamed, PDG de la BDL et membre de l'UNEP. Merci d'avoir été des nôtres. M. Mohamed Saïd Neit Abdelaziz, président du CNPA. M. Amar Takjout, qui répond toujours présent à nos invitations, membre de l'UGTA. Merci d'avoir été parmi nous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, la rediffusion est prévue samedi à partir de 11h. Sinon, nous allons essayer de vous poster le lien sur notre page Facebook de la Semaine Éco. Merci de la suivre et merci de nous suivre aussi sur LinkedIn. Très bonne soirée à tous. On se retrouve jeudi prochain et puis je vous souhaite très bonne année à tous.